Alors, la vie d'Helena Rubinstein, c'est un destin absolument incroyable parce qu'en fait, il y a presque deux parties dans cette vie ou deux faces, c'est-à-dire une aventurière, quelqu'un qui ment sur son âge pour embarquer pour l'Australie, elle se donne 20 ans sur son passeport, elle en a déjà 24. Donc l'aventurière, la pionnière, et puis de l'autre côté, quelqu'un qui va bâtir un empire industriel et qui va devenir une des femmes les plus riches du monde. Mais je trouve que les deux sont vraiment intéressantes. Moi, j'ai d'abord adoré la première. Pour moi, c'était une espèce de Scarlett O'Hara polonaise. Cette petite femme juchée sur des talons très hauts, qui arrive en Australie, qui arrive chez des oncles. Elle croit qu'elle arrive à Melbourne. En fait, elle arrive à Coleraine, là où ses oncles sont installés. Elle va vendre dans un bazar des produits, de l'épicerie, enfin des choses. Elle va vraiment travailler dur pendant 6 ans. Elle ne sait pas comment s'en sortir. Et comme sa mère, avant de partir, avait glissé dans sa valise des crèmes de beauté. On fabriquait à l'époque en Pologne ou dans d'autres pays de l'Est des crèmes de beauté un peu dans les cuisines. La mère qui avait 8 filles, dont Helena était l'aînée, on enduisait la peau de ses filles chaque soir pour les protéger des intempéries. Et donc ces 12 petits pots glissés par Madame Mère dans cette valise vont décider de son destin. Et alors, ce qui est formidable, c'est que vous décrivez la recherche de la potion magique, si j'ose dire. C'est-à-dire que elle fait des essais dans les arrière-salles des pharmacies qui l'embauchent. Elle essaye de trouver le l'onguent et la crème miracle. Et puis, elle fait la découverte de l'anoline, ce qui rend la peau plus douce. Mais alors, elle a un éclair comme ça, c'est l'ampoule qui s'allume au-dessus de sa tête. C'est l'ampoule. En fait, la crème avait été, soi-disant, et c'est une légende, mais bon, j'ai quand même pris la légende, soi-disant inventée par les frères Likuski, qui étaient 2 chimistes hongrois. Elle demande à sa mère la formule, elle tâtonne effectivement, et la lanoline, qu'est-ce que c'est ? C'est le soin de la laine des moutons. En Australie, il y a que des moutons, c'est d'ailleurs ce qui la désespère, et elle fait effectivement les connexions, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure de ses connaissances, de ce qu'elle apprend dans les livres, elle va réinventer cette crème, et en arrivant à Melbourne en 1902, elle va pouvoir commencer à vendre ses petits pots de crème dans les officines, à les placer dans les marchés, avant de fonder son premier institut de beauté dans cette ville. Alors, on va reparler des innovations, de tout ce qu'elle apporte à la cosmétique mondiale. Mais ce qu'il faut savoir au départ, c'est qu'elle se construit avec un boulet. Et ce boulet, c'est quand même les bons hommes. Il l'empêche d'évoluer, il l'empêche d'avancer, il l'empêche de se construire. Ils veulent juste la marier à un notable polonais avant son départ en Australie. Enfin, c'est plutôt son père, parce que son père et sa mère, en fait, elle est née dans un milieu juif polonais plutôt orthodoxe. Donc, l'aînée de 8 filles, milieu plutôt modeste, mais bourgeois, avec des valeurs. Sa vie était tracée. Elle devait être une bonne maîtresse de maison, avoir plein d'enfants comme on avait eu ses parents, s'occuper de faire la cuisine, les shabbats, et en fait, pas du tout. Elle s'est rebellée contre ce destin, et c'est pour ça que on l'a expédiée comme un vulgaire paquet en Australie. Donc elle arrive à Melbourne, et là, elle a une espèce de révélation. Non seulement elle a trouvé pas le remède miracle, mais la composition de cette crème qui va faire ses premiers succès, mais elle invente un concept très moderne vu d'aujourd'hui. C'est le salon où non seulement on vend les pots de crème, mais où on conseille les clientes. Oui, tout à fait. Les salons de beauté existaient, c'était pas une nouveauté. Mais elle, d'abord, elle le décore à son goût, qui était très particulier pour l'époque, parce que elle a toujours eu un goût formidable. On sait pas très bien d'où ça lui venait, mais ça va avoir une immense influence dans sa vie future. Et puis, effectivement, elle ne vend pas simplement une crème, elle vend un concept. Elle explique comment se masser la peau. Elle a tout de suite les intuitions qu'elle vérifiera plus tard auprès de chimistes, de dermatologues, de scientifiques, car elle a une vocation scientifique rentrée. C'est elle qui, la première, classifie les peaux en normales, grasses et sèches. Elle a tout de suite l'intuition de ce que doit être la beauté, c'est-à-dire au fond un concept, pas seulement une crème de beauté, mais apprendre à se masser, apprendre à se faire du bien, les régimes un peu plus tard, le sport, l'hygiène de vie, ça a toujours été extrêmement important pour elle. Alors, à quel moment, sans doute après la Première Guerre mondiale, mais à quel moment elle commence à s'établir et le business démarrer ? Alors, Australie, elle commence à gagner beaucoup d'argent parce qu'elle s'appuie sur 2 choses très importantes que certaines connaissances lui ont enseignées. Le marketing, elle fait ses premières publicités, et moi j'en ai retrouvé dans la presse australienne qui date de 1903, où déjà elle s'appuie sur les people, entre guillemets, puisqu'une actrice australienne, Nellie Stewart, vante sa crème qui s'appelait Valaz. C'est pas encore parce que
je le vaux bien, mais c'est déjà ça. Valas, ça veut dire don du ciel. Ça veut dire don du ciel. Et puis, les journalistes. Et la première qui parle d'elle, c'est une journaliste australienne du Sydney Herald Tribune, et c'est elle qui contribue à établir son succès. Et ensuite, elle est lancée, puis elle va s'établir à Londres, puis à Paris, et enfin aux États-Unis, où elle arrive pendant la Première Guerre mondiale. Elle est citoyenne américaine parce qu'elle a épousé un journaliste américain d'origine juive polonaise comme elle. Elle a 2 enfants de lui, et elle part avant lui, avant eux. Elle les fait venir ensuite, mais elle est déjà très riche. Alors, comment on peut se représenter cette Helena Rubinstein dans les années 20 aux États-Unis? À quoi elle ressemble? C'est un petit pot à tabac, c'est une petite femme, elle a une peau très claire. Alors, elle a toujours fait 10 ans de moins que son âge, et même si elle a toujours triché sur ses passeports. Moi, j'ai retrouvé des passeports où il est écrit qu'elle est née en 1880 alors qu'elle est née en 1872. Elle a une très jolie peau, elle est très brune, des cheveux tirés en arrière. Elle a tout de suite fixé son image. Elle porte des énormes bijoux. Elle dit que c'est une façon pour elle d'affirmer sa féminité dans un monde d'hommes. Elle s'habille extrêmement bien. Dès qu'elle a eu de l'argent, elle est allée chez Worth, chez Doucet, chez Poiret, Chanel ensuite. Et elle est à la fois un concentré de féminité et une espèce de bulldozer, toute petite, une espèce de Napoléon, conquérant, autoritaire, sûr de soi au fur et à mesure que sa puissance et que sa richesse s'affirment. Avare et caractérielle. Elle va devenir par la suite. Et en même temps, c'est quelqu'un de très généreux, qui est toujours à l'écoute des autres, très charismatique. Tout de suite, on a envie d'aller vers elle, et tout de suite, on a envie d'écouter ses conseils. Et pourtant, elle a 4 handicaps. Et alors, à ce moment-là, la fameuse crise de 1929, et là, il se passe quelque chose d'absolument incroyable. Aujourd'hui, elle aurait toute la une des journaux économiques. Quelques mois avant la crise de 1929, elle vend ses salons à Lehman Brothers. Alors elle les vend pour 7 millions de dollars, et quelques mois plus tard, la bourse s'effondre, et elle va racheter ce qu'elle avait vendu à Lehman Brothers pour une bouchée de pain, et refonder une nouvelle fois son empire. En fait, on l'a accusée de délit d'initié, ce que je ne pense pas. Elle dit qu'elle avait vendu un empire qu'elle avait mis des années à construire, et qui en faisait une femme extrêmement riche, pour pouvoir retrouver son mari qui s'était établi en France, à Paris exactement, et dans le Montparnasse, des peintres et des artistes, puisqu'il était éditeur et libraire. Et en fait, donc, elle vend à Lehman Brothers qui lui demande. Elle vend effectivement 7 millions de dollars. Ils placent la maison Helena Rubinstein en bourse. Et là, elle se rend compte que ça va pas du tout, que tout ce qu'elle a bâti patiemment va être dilapidé, parce que ces types comprennent rien à la beauté. C'est des petits hommes gris, et qu'ils vont mettre ces produits de beauté dans le mass market. Et ça, elle veut pas du tout. Donc, elle se demande comment faire pour récupérer ces produits, etc., pour racheter les actions. Elle écrit aux actionnaires, dont la plupart sont des femmes. Finalement, la crise de 29 arrive, et les actions qui valaient 70 $ en valent 20, et elle rachète tout avec l'argent des Lehman Brothers, et ce qui en fait une des femmes les plus riches du monde. Ça veut dire qu'en 30 ans, du début du siècle jusqu'avant la Deuxième Guerre mondiale, elle fonde 2 fois son empire. Elle le fonde une fois, elle le refonde ensuite. Tragédie de la Deuxième Guerre mondiale, elle perd toute sa famille polonaise dans les camps de concentration. En 45, on a affaire à une milliardaire qui se soucie moins de beauté et un peu plus d'art et de mécénat. En 45, d'abord, elle perd une partie de sa famille. En 45, on a une personne qui revient en France parce que elle habitait en France et aux États-Unis. Et en France, les Allemands confisquent ses biens, on détruit sa maison de campagne en Normandie, on détruit son appartement du quai de Béthune. Elle avait un triplex fabuleux. On prit son argent, ses salons de beauté, et donc elle revient pour rebâtir une 3e fois comme une pionnière son empire français, en tout cas européen. C'est vrai qu'à ce moment-là, c'est une femme qui a à la tête d'un immense empire de beauté aux États-Unis et en France, qui est une énorme collectionneuse. Elle a commencé à collectionner dès les années 10, à la fois les arts premiers, les arts primitifs avant tout le monde, et puis les tableaux. D'ailleurs, elle s'est fait peindre par un nombre incalculable de peintres, de Dali, Helleu, Marie-Laurencin, Bérard. Il y a Picasso qui a refusé de la peindre un peu plus tard. Il va quand même faire des esquisses d'elle. C'est vrai qu'elle a des maisons un peu partout dans le monde. Elle a énormément d'argent. Est-ce qu'elle est heureuse pour autant? C'est pas sûr. C'est une sorte de Liliane Bettencourt à cette époque-là, non? Oui, à la différence près qu'elle n'est pas héritière mais fondatrice d'un empire. Disons que
Elle est plutôt à l'égal d'un Schweller, le père de Liliane Bettencourt, toute proportion gardée évidemment, puisque lui a fondé L'Oréal avec des shampoings et des savons, et qu'elle fonde Helena Rubinstein avec des crèmes. Évidemment, ironie du sort, c'est L'Oréal qui ensuite va absorber en 89 Helena Rubinstein, après que les héritiers aient d'abord vendu à Colgate, qui revend ensuite à L'Oréal. Alors dans ces années 50, elle a déjà passé l'âge de la retraite, en tout cas celui qu'on connaît aujourd'hui. Elle a bien 65-70 ans. Quelle est sa vie au quotidien? Est-ce qu'elle se soucie de ses affaires ou est-ce qu'elle est plus portée vers l'achat d'œuvres d'art et le soutien d'artistes? Elle est morte à 93 ans bien vivante, en 1965. En 65, ce qui veut dire que jusqu'à la dernière minute, elle était au courant de tout, elle s'occupait absolument de tout. Elle parcourait le monde avec le même appétit, elle prenait des paquebots avant la guerre, comme vous et moi prenons le métro, après-guerre ce sont les avions, et chaque fois qu'elle le peut, elle ouvre des salons de beauté, là où par exemple elle construit une usine en Israël, elle va faire ça en Amérique latine, à Moscou, à la foire de Moscou, elle explique aux Russes comment se maquiller. Enfin, elle est infatigable et elle est toujours dans l'innovation, elle adore ça. Et elle inventera jusqu'au bout le concept de la beauté et de cosmétiques modernes. Le salon de beauté avec le conseil, c'est elle. L'hydratation, les crèmes adaptées à chaque peau, c'est elle. L'auto-bronzant, c'est elle. Et dans les années 50, à New York, elle ouvre le premier ou un des tout premiers salons de beauté pour hommes, pour métrosexuels avant l'heure, où va se faire tartiner la figure un certain Tony Curtis. Absolument, les stars y arrivent en masse. En fait, elle avait ouvert pour faire travailler son second mari, puisqu'elle avait divorcé du premier, qui était un prince géorgien, Archil Gorieli, qui avait 23 ans de moins qu'elle, donc elle a aussi précurseur, cougar avant l'âge. Et comme il était un peu oisif, ce cher Archil, elle décide d'emprunter son nom, Gorieli, pour faire des produits de beauté, pour le faire travailler. Il était un peu réticent et c'est vrai que elle a été une des premières à faire ça et ça n'a pas vraiment marché parce qu'elle n'a pas eu l'énergie, elle commençait un peu à vieillir pour continuer. Mais c'est vrai que quand le salon a ouvert, les stars, en tout cas les stars masculines, s'y précipitaient. Alors, il y a un chapitre de votre bouquin qui s'appelle « La beauté, c'est le pouvoir ». Est-ce que c'est la devise finalement d'Helena Rubinstein? Non, sa vraie devise, c'était la science au service de la beauté et toute sa vie, elle a voulu mettre la science au service de la beauté. C'était une scientifique rentrée et elle a toujours eu envie, vraiment eu à cœur de mettre les dernières découvertes scientifiques au service de la beauté. Mais la beauté, c'est le pouvoir. Pourquoi? Parce que très tôt, elle s'est rendue compte à quel point c'était important pour les femmes de séduire, non seulement de séduire les hommes, bien sûr, c'était important, c'était l'époque, mais de se réaffirmer elles-mêmes, d'être belles, de s'occuper d'elles-mêmes, de leur corps, de leur beauté, de leur poids, pour avancer. Et au fond, elle a participé à l'émancipation des femmes au XXe siècle. Elle a sorti le maquillage des bordels et des théâtres où il était confiné. Elle a inventé les crèmes de beauté. Elle a été un peu le pendant dans la beauté de ce que des Poiret ou des Chanel ont été à la mode en ôtant le corset et en permettant aux femmes aussi de courir, de nager, de faire du sport, de travailler, de sortir. C'était pas seulement l'émancipation par les droits civiques ou par l'indépendance financière. La beauté, la mode y ont vraiment participé. Michel Fitoussi, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je rappelle le titre de cette biographie d'Helena Rubinstein. Helena Rubinstein, la femme qui inventa la beauté. C'est paru chez Grasset. C'est un destin absolument incroyable. Merci Michel. Merci David.